300 roupies ou la ruine. Ces mots claquèrent comme un fouet dans la cour de la petite maison de potier, brisant le silence paisible du soir rajasthani. Mira serra son bébé contre elle et observa ce propriétaire impitoyable qui venait de condamner sa famille. Mais dans ses yeux sombres s'alluma cette étincelle particulière, celle qui apparaissait toujours quand son esprit brillant se mettait en marche. Les femmes du Rajasthan connaissent un proverbe ancien. Buddhi Sebadakwa Dan Nain. Il n'y a pas de richesse plus grande que l'intelligence. Cette nuit-là, Mira allait le prouver d'une façon que personne n'aurait pu imaginer. Voici l'histoire vraie de celle qu'on surnomma Anansadana, la femme aux ressources infinies. Car jamais elle ne manqua d'idées pour transformer l'impossible en évident, la pauvreté en prospérité, le désespoir en triomphe. Cette légende, transmise de mère en fille dans les Havlis du désert, révèle comment une simple épouse de potier défia les puissants, dupa les riches et changea le destin de sa famille grâce à une arme que nul ne peut confisquer, son intelligence. Car dans l'Inde ancienne, où les femmes n'avaient officiellement aucun pouvoir, certaines d'entre elles découvraient que l'esprit peut être plus fort que l'épée et la ruse plus efficace que la richesse. Thakur Vikram Singh se dressait devant leur modeste demeure, comme un vautour prêt à fondre sur sa proie. Ses gardes l'entouraient, la main sur le pommeau de leur sabre, savourant le spectacle de ces humbles artisans, réduits au désespoir. Raman était pourtant reconnu dans tout le district. Ses jarres ornées de scènes du Ramayana étaient si finement ciselées que les marchands de Delhi venaient spécialement les commander. Chaque pièce racontait une histoire. Ici, Hanuman bondissant vers Lanka. Là, Sita sous l'arbre Ashoka, résistant aux tentations de Ravana. Mais cette année, la mousson avait été d'une cruauté particulière. D'abord, elle avait tardé, laissant les champs se craqueler sous un soleil impitoyable. Les paysans ne pouvaient pas acheter de poterie quand leur propre récolte dépérissait. Puis, soudain, les cieux s'ouvrirent avec une violence inouïe. « Tu aurais dû voir ça, Mira », avait raconté Raman en pleurant ce matin terrible. L'eau montait, montait. J'ai essayé de sauver mes jarres, mais en quelques minutes, l'atelier était inondé. 3 mois de travail, réduits en fragments de terre cuite. Le zamindar savourait cette détresse avec un plaisir évident. « Sahib », supplia Raman, joignant les mains dans le geste traditionnel de supplication. « Accordez-moi 1 mois de plus. Je vous jure sur la tête de mes enfants que je peux refaire mes poteries, les vendre au grand marché de Jodhpur. 1 mois ?» Le rire de Thakur Vikram Singh résonna comme le croassement d'un corbeau. « Tu rêves, potier. Regarde-toi. Tu n'as même plus d'argile pour travailler. Et moi, j'ai déjà promis ce terrain à Seth Ramchan pour son entrepôt d'épices. Il me paie comptant, lui. » Il fit claquer son fouet près du visage de Raman. « 7 jours, potier. Pas un de plus. Et si tu n'as pas mes 300 roupies, je saisis tout. Ta maison, tes outils, même tes vêtements. Vous irez mendier sur les routes comme vous le méritez. » Mira observait cette scène en silence, analysant chaque détail. Les bagues du propriétaire scintillaient de rubis birmans et d'émeraudes du Cachemire. Son turban de soie était orné d'une plume de paon royal. Mais surtout, elle remarqua l'amulette d'or ciselée qu'il portait au cou, un yantra complexe gravé de symboles astrologiques. Un homme qui porte de tels talismans, pensa-t-elle, est esclave de ses superstitions. Leurs enfants s'accrochaient à elle, terrifiés. Arjun, l'aîné de 8 ans, tremblait en voyant son père s'incliner si bas devant ce tyran. Petite Priya, à peine 4 ans, ne comprenait pas pourquoi papa pleurait, mais elle sentait que quelque chose de terrible menaçait leur foyer. Quand le cortège du zamindar s'éloigna dans un nuage de poussière, Raman s'effondra sur le sol, la tête entre les mains. « C'est fini, Mira. Nous sommes perdus. Où trouver 300 roupies en 7 jours ?» Autant demandait la lune. Mais Mira s'agenouilla près de lui, prit son visage entre ses mains. « Raman, regarde-moi. Fais-moi confiance comme tu ne l'as jamais fait. Dans 7 jours, nous serons non seulement libres de toute dette, mais plus riches que nous n'avons jamais osé l'espérer. » Cette nuit-là, tandis que sa famille dormait dans l'inquiétude, Mira élabora son premier stratagème sous la clarté de la lune. Avant même que le coq du voisin n'ait chanté, Mira était déjà en préparation.
Elle vida son petit coffre à bijoux, celui que sa mère lui avait donné le jour de son mariage. Chaque pièce avait une histoire. Les bracelets d'argent ciselés, hérités de sa grand-mère. Les boucles d'oreilles, en forme de lotus, offertes par sa belle-mère. L'anneau de nez orné d'une perle, qui avait appartenu à 5 générations de femmes de sa famille. Mais ce matin-là, ces bijoux n'étaient plus des souvenirs. Ils devenaient des outils. Elle revêtit son plus beau sari, celui brodé de fils d'or qu'elle gardait précieusement pour Diwali. Chaque mouvement faisait scintiller les motifs comme des étoiles. Elle souligna ses yeux de col noir intense, traça sur son front un tika rouge écarlate et disposa ses cheveux en une tresse complexe ornée de fleurs de jasmin. « Maman », murmura Arjun en la voyant ainsi parée, « tu es belle comme une rani ». Elle sourit à son fils. « Aujourd'hui, mon enfant, maman va jouer le rôle le plus important de sa vie. » Au marché, sous le grand banyan plusieurs fois centenaire, elle créa son théâtre mystique. Les coquillages nacrés qu'elle avait ramassés lors de son pèlerinage à Dwarka brillaient comme des opales. Les pierres colorées, cornaline rouge, lapis lazuli bleu profond, jade vert tendre, formaient un mandala parfait autour du miroir de bronze poli. Le premier client fut un marchand de tissus intrigué. « D'où venez-vous, belle dame ? Je n'ai jamais vu personne comme vous dans notre village. » Mira leva vers lui un regard chargé de mystère. « Je suis Mira, humble disciple de la grande Kamala Devi de Pushkar, celle qu'on surnomme la voyante des 3 mondes. Cette nuit, les nakshatras m'ont parlé dans mes rêves. Ils m'ont révélé qu'un grand danger plane sur ce village, mais aussi qu'une grande fortune attend ceux qui sauront écouter les avertissements célestes. » Sa voix, naturellement mélodieuse, prenait des inflexions mystérieuses qui fascinaient l'auditoire grandissant. « Regardez, continua-t-elle en désignant le ciel. Vénus se trouve en conjonction exceptionnelle avec Jupiter. C'est un signe qui ne se reproduit qu'une fois tous les 12 ans. Il annonce de grands bouleversements. En 2 heures, la moitié du marché s'était rassemblée autour d'elle. Les marchands fermaient leurs échoppes pour l'écouter. Les femmes se pressaient, suspendues à ses lèvres. Même les enfants cessaient leur jeu pour contempler cette mystérieuse prophétesse. Et puis, comme elle l'avait prévu, Thakur Vikram Singh fit son apparition. Il fendit la foule avec autorité, sceptique mais visiblement troublé. Sa propre grand-mère l'avait toujours mis en garde. « Ne néglige jamais les avertissements des voyantes, mon fils. Les dieux parlent parfois par leur bouche. »« Femme, tonna-t-il, que prétends-tu avoir vu dans tes soi-disant visions ?» Mira le fixa intensément, puis reporta son attention sur son miroir de bronze. Elle y traça des signes kabbalistiques avec son index, marmonna des incantations en sanskrit, puis soudain, ses yeux s'écarquillèrent d'horreur. « Thakur Sahib !» s'écria-t-elle d'une voix dramatique. « Les astres révèlent un danger terrible. Mars le guerrier entre en conjonction maudite avec Saturne le destructeur, exactement dans votre maison zodiacale de la richesse. Si vous réclamez de l'argent à qui que ce soit avant la nouvelle lune, vous perdrez non seulement cette somme, mais 10 fois davantage. » Le visage du zamindar blêmit. Il était né sous le signe du Scorpion et connaissait parfaitement l'influence maléfique de Mars sur son destin. « Que dois-je faire pour échapper à cette malédiction ?» balbutia Thakur Vikram Singh, soudain transformé en homme humble et terrifié. Mira ferma les yeux, joignit les mains et sembla entrer en transe profonde. « Attendez, les dieux me parlent, ils m'indiquent un remède, mais il faut suivre leurs instructions à la lettre. » La foule retenait son souffle. Même les corbeaux semblaient s'être tus pour écouter. Première prescription divine. Reporter toute réclamation de dette de 15 jours complets. Deuxième prescription. Chaque matin avant l'aube, offrez de l'eau pure et des fleurs blanches au temple de Hanuman en récitant le Hanuman Chalisa. Troisième prescription. Et c'est la plus cruciale. Donnez immédiatement 100 roupies à une famille de potiers pour qu'ils accomplissent un homa, un sacrifice du feu sacré, spécialement conçu pour écarter les influences planétaires maléfiques de votre horoscope. Terrorisé par cette prédiction si précise et ces rituels si détaillés, le propriétaire ne douta pas une seconde. Il sortit sur le champ une bourse de velours et compta 100 roupies d'argent dans les mains de Mira. « Où trouverai-je cette famille de potiers ?» demanda-t-il anxieusement. « Les dieux me montrent.
une maison près du vieux puits, où vit un artisan nommé Raman avec sa famille. C'est à eux que vous devez confier cette mission sacrée. Ainsi, non seulement Mira obtint l'annulation de la dette, mais elle repartit avec 100 roupies d'avance pour service spirituel de protection cosmique. Le soir même, elle expliqua son plan à Raman, ébahi par l'audace et l'intelligence de sa femme. « Avec cet argent, dit-elle, nous allons créer quelque chose que personne n'a jamais vu. Des poteries qui ne serviront pas seulement à contenir de l'eau ou des grains, mais à protéger les secrets les plus précieux. » Elle avait observé que les riches marchands, dans cette époque troublée, cherchaient constamment des moyens de cacher leurs trésors. Les coffres traditionnels étaient trop évidents, les cachettes souterraines trop vulnérables aux inondations. « Fabrique-moi des jarres à double fond, lui expliqua-t-elle, avec des mécanismes secrets que toi seul connais. L'extérieur aura l'air ordinaire, mais l'intérieur cachera des compartiments invisibles. » Raman, stimulé par cette nouvelle créativité, se mit au travail avec une passion renouvelée. Il créa des chefs-d'œuvre d'ingéniosité. Des jarres, dont le fond coulissait en appuyant sur un motif décoratif précis, des amphores, avec des parois creuses, accessibles seulement en tournant l'anse dans un sens particulier. Mais le génie de Mira ne s'arrêtait pas là. Au lieu de vendre ses créations comme de simples objets utilitaires, elle les présenta comme des coffres-forts sacrés bénis par les divinités protectrices. « Regardez », expliquait-elle aux clients potentiels. Chaque jarre a été consacré selon d'anciens rituels védiques. Tant que vous réciterez les mantras de protection gravés sur ce parchemin, vos trésors seront invisibles aux voleurs, car ils sont gardés par les dévas eux-mêmes. Les parchemins, calligraphiés par le scribe du village contre quelques pièces, contenaient effectivement de vrais mantras de protection, mais leur véritable pouvoir résidait dans l'ingéniosité mécanique de Raman. En 15 jours, leur création était devenue si célèbre que des acheteurs venaient de Jaipur et même d'Agra pour se les procurer. Chaque pièce se vendait 10 fois le prix d'une poterie ordinaire. Parallèlement, Mira développait sa réputation de voyante avec une méthode révolutionnaire: l'écoute active et l'observation systématique. Chaque matin, elle s'installait près du puits du village, prétendument pour méditer, mais en réalité pour observer les comportements, écouter les conversations, mémoriser les habitudes de chacun. Elle découvrit que Madame Sharma, l'épouse du riche marchand de grains, soupçonnait son mari d'infidélité. Elle nota que celui-ci disparaissait effectivement chaque mardi après-midi, revenant avec un parfum de jasmin différent de celui que portait sa femme. Quand Madame Sharma vint la consulter, Mira put lui révéler avec une précision troublante: « Les astres me montrent votre époux près d'un bosquet de jasmin, chaque mardi, rencontrant une femme aux cheveux ornés de fleurs blanches. » La cliente, stupéfaite par cette exactitude, répandit immédiatement la nouvelle de ses dons extraordinaires. Ainsi, consultation après consultation, Mira bâtit sa réputation sur une combinaison d'observations minutieuses, de psychologie intuitive et de mise en scène dramatique. Ses prédictions, basées sur une connaissance approfondie de la nature humaine et des réalités locales, se révélaient d'une précision qui tenait du miracle. 6 mois s'écoulèrent dans cette prospérité croissante. La famille possédait maintenant une maison plus grande. Raman employait 3 apprentis, et leur atelier était devenu une véritable manufacture. Arjun et Priya portaient des vêtements de soie et recevaient l'enseignement d'un pandit érudit. Mais le succès attire l'envie. Thakur Vikram Singh, observant cette ascension fulgurante d'anciens débiteurs, commençait à nourrir des soupçons. Il avait suivi scrupuleusement les prescriptions de Mira, fait ses prières quotidiennes, et effectivement, aucun malheur ne l'avait frappé. Mais cette prospérité soudaine de la famille de Potier l'intriguait. Un matin, il fit irruption dans le Havli que Mira avait acheté avec ses gains. « Mira, dit-il, ses yeux brillants d'une malice soupçonneuse. Ta réputation de voyante s'étend maintenant jusqu'au palais des Maharajas. Mes propres amis de Jaipur parlent de tes prophéties. Mais moi, je veux être sûr que tu n'es pas une simple charlatane qui abuse de la crédulité des gens. » Il s'approcha d'elle, menaçant. « Si tu es vraiment guidé par les puissances divines, prouve-le-moi une dernière fois. Dis-moi où j'ai caché mon plus précieux trésor, celui que même ma propre épouse ignore. »
Le piège était mortel. Échouer signifiait être dénoncé publiquement comme imposteur, avec toutes les conséquences terribles que cela impliquait dans cette société impitoyable. Mira ne scilla pas. Son esprit analysait à la vitesse de l'éclair tous les détails qu'elle avait observés sur cet homme pendant des mois. Ses gestes, ses habitudes, ses tics involontaires. Elle avait remarqué qu'il portait toujours le même anneau d'or massif orné d'un gros rubis, sauf le jeudi, jour où il se rendait au temple familial pour les prières ancestrales traditionnelles. Ce jour-là, ses mains étaient nues, ce qui était inhabituel pour un homme de son rang et de sa vanité. « Thakur Sahib », répondit-elle après un silence calculé, le regard fixé sur son miroir divinatoire. « Les puissances célestes me révèlent une vision des plus troublantes. Votre trésor le plus précieux n'est pas enterré dans un coffre secret, comme le croient la plupart des hommes riches. Non, vous le portez sur vous en permanence, mais pas de façon constante. » Elle leva vers lui des yeux mystérieux. « Il vous quitte rituellement chaque jeudi, car ce jour sacré, vous respectez une tradition que votre vénérable grand-père a établie avant sa mort. Quand ce trésor s'éloigne temporairement de votre personne, il repose dans un lieu 3 fois saint, où brûlent éternellement les lampes à huile des ancêtres, où l'encens monte vers les dieux, où vos aïeux veillent sur la lignée familiale. » Le visage de Thakur Vikram Singh se transforma radicalement. Son anneau contenait effectivement le diamant secret de sa famille, un joyau légendaire de la taille d'un pois chiche, héritage mystique de ses ancêtres Rajput, qu'il retirait rituellement chaque jeudi pour le déposer devant la statue de Vishnu dans le temple privé de son Haveli. « Mira », murmura-t-il avec un respect mêlé de crainte, « pardonne ma suspicion. Tu possèdes vraiment des pouvoirs qui dépassent l'entendement humain. Je te nomme conseillère spirituelle officielle de ma maison, avec un salaire mensuel de 200 roupies et une résidence permanente dans l'enceinte de mon domaine. » Mira inclina gracieusement la tête. « J'accepte cet honneur, Thakur Sahib, mais à une condition, que vous m'autorisiez à fonder une école pour les filles du district. » Le propriétaire, encore sous le choc de cette démonstration surnaturelle, accepta tout ce qu'elle demandait. Ainsi naquit la première école féminine de la région. Mira y enseignait non seulement la lecture, l'écriture et les mathématiques, mais aussi des matières révolutionnaires, l'art de l'observation, les techniques de déduction logique, la psychologie humaine et surtout la résolution créative des problèmes les plus complexes. « Mes chères filles », répétait-elle chaque jour à ses élèves rassemblés sous les manguiers parfumés de la cour, « n'oubliez jamais cette vérité fondamentale. L'intelligence constitue la seule richesse qu'une femme puisse posséder en propre. Elle ne peut être ni volée par les brigands, ni confisquée par les puissants, ni perdue dans les jeux de hasard, ni héritée sans mérite personnel. Elle ne peut qu'être cultivée par l'effort, développée par l'expérience et transmise par l'amour. » Raman continua ses créations artistiques, mais dirigeait maintenant une entreprise prospère employant la moitié du village. Ces innovations techniques inspirèrent toute une génération d'artisans. Leurs enfants, Arjun et Priya, reçurent la meilleure éducation possible et devinrent à leur tour des modèles pour leur génération. Et Mira, elle poursuivait ses consultations, mais consacrait surtout son temps à aider les femmes en difficulté, leur enseignant ces mêmes stratégies d'autonomisation qu'elle avait développées et perfectionnées. Les décennies passèrent, et l'histoire de la femme aux ressources infinies se répandit dans toute l'Inde du Nord. Chaque village où elle était racontée voyait naître une nouvelle génération de femmes courageuses et ingénieuses, convaincues de leur propre potentiel illimité. Car Mira avait démontré une vérité éternelle qui transcende toutes les époques et toutes les cultures. Face à l'adversité la plus désespérée, il existe toujours une solution créative pour celui ou celle qui sait observer avec attention, réfléchir avec méthode et agir avec détermination et intelligence. Et dans les nuits étoilées du désert Rajasthani, quand la brise chaude fait danser les saris colorés sur les terrasses des Haveli, quand l'air embaume le jasmin et l'encens des temples, certains disent encore percevoir l'écho bienveillant de sa voix sage, murmurant aux femmes du monde entier cette promesse éternelle. Tes ressources sont infinies. Il suffit d'apprendre à les découvrir, les cultiver et les utiliser avec sagesse.
Que cette ancienne leçon du Rajasthan guide vos rêves vers un sommeil paisible, empli de confiance absolue en votre propre génie créatif, qui ne demande qu'à s'épanouir.